Top. Bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire sur la thématique l'essentiel pour réussir ma création d'entreprise, alors organisé conjointement avec l'URSSAF Île-de-France et le Pôle emploi de Seine-et-Marne. Alors, on a pour objectif de vous accompagner dans la compréhension des étapes clés de la création d'entreprise. Je suis Alban Lambert, chargé de la relation cotisant à l'URSSAF Île-de-France et je suis accompagné de Sandrine Ducou, conseillère à Pôle emploi 77. Alors, les thèmes que nous allons aborder ensemble, Sandrine va vous parler de l'offre de services Pôle emploi. Puis, j'évoquerai les différents statuts juridiques, les formalités à effectuer. Je vous détaillerai les cotisations sociales, la protection sociale et les différentes aides auxquelles vous pouvez bénéficier. Alors, pour les travailleurs indépendants classiques d'une part et pour les auto-entrepreneurs d'autre part, parce qu'on verra qu'il y a des différences assez importantes. Alors, cette présentation va durer 1 heure pendant 45 minutes. Donc, on va vous faire la présentation proprement dite, mais on va garder 15 minutes à la fin pour reprendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Notre modérateur Mourad reposera les questions oralement et puis nous y répondrons. N'hésitez pas non plus à liker les questions. Les questions les plus likées seront reprises oralement. Voilà, je te laisse, Sandrine, la parole. D'accord. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous présenter donc le rôle du conseiller Pôle emploi, les étapes de la création d'entreprise et bien sûr les services dédiés à la création d'entreprise et les aides. Donc dans un premier temps, le rôle du conseiller Pôle emploi. Donc, il a comme rôle de vous transmettre l'information et surtout, de manière à ce que vous puissiez acquérir les étapes de la création d'entreprise, donc en vous donnant les grandes lignes afin, de pouvoir, vous orienter au mieux vers les organismes les plus judicieux. Donc l'offre de services de Pôle emploi, il y a différentes prestations, ateliers, on verra aussi l'emploi store qui est, très constructif et ensuite bien sûr les formations, du créateur et les possibilités de financement. La mobilisation bien sûr des droits, ce qu'on appelle l'aide à la création d'entreprise et l'offre de services avec nos partenaires, afin, encore une fois de bien vous orienter pour que vous puissiez bénéficier, de leur offre de services. Donc les étapes, du, parcours du créateur d'entreprise. Donc ce parcours, il peut être bien sûr interrompu à tout moment, mais il durera maximum 12 mois. Au-delà de ces 12 mois, si, votre projet de création d'entreprise n'est pas, finalisé, il est vrai qu'on vous demandera, d'envisager un retour à l'emploi. On ne vous demandera pas d'abandonner votre projet, bien sûr, mais peut-être de mener, en parallèle un retour à l'emploi, hein. Donc ce parcours peut être interrompu, je l'ai dit, à tout moment. Donc si, le plan d'action n'est pas réalisé, si l'étude, du projet révèle une absence de faisabilité économique, si vous abandonnez aussi le projet tout simplement et décidez de retravailler comme salarié, hein, de créer ou bien sûr de créer votre entreprise. Donc la méthodologie, dans un premier temps, bien définir son idée. Donc, je vends quoi, à qui, où, comment, pourquoi, etc. La deuxième étape, bien vérifier l'adéquation entre l'homme et le projet, à savoir ai-je les qualifications et les compétences requises? Ma situation personnelle est-elle favorable? Est-ce que j'ai le soutien aussi de mes proches? Ça, c'est vraiment très, très important cette étape, puisque vous allez passer du statut de salarié au statut, d'entrepreneur, hein. La troisième étape, étudier son marché, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché. Les normes et les réglementations, existe-t-il une demande? Quelle stratégie adopter aussi? Et quel est le chiffre d'affaires prévisionnel? La quatrième étape, c'est réaliser son prévisionnel financier. Il en découlera de l'étude de marché que vous aurez fait au préalable. Donc le chiffre d'affaires prévu est-il suffisant pour couvrir les charges? Quels sont les capitaux nécessaires pour lancer l'activité? Les encaissements seront-ils suffisants pour ne pas être à découvert? La cinquième et sixième étape, donc rechercher les aides et les financements. Quels financements? Apports et fonds propres, prêts d'honneur, prêts bancaires. Il y a différentes structures qui peuvent vous aider si vous avez besoin d'un financement, notamment l'ADI. Quelles aides financières, sociales et fiscales?
Choisir son statut juridique, le choix du statut juridique arrive vraiment une fois que toutes ces étapes sont faites. C'est vraiment important parce que lorsqu'on a le projet de créer une entreprise, très souvent, la première chose à laquelle on pense, c'est le statut. Le statut vient vraiment tout en dernier. Donc, quelle structure juridique? Une EI, société? Quel régime fiscal? Une micro-entreprise? Quel régime social aussi? Il faut accomplir, une fois tous ces éléments faits, ces étapes, les formalités, bien s'adresser donc au centre de formalité des entreprises. Vous verrez tout à l'heure où et comment s'y matriculer. Et bien sûr, installer son entreprise, il faut penser à l'hébergement, les outils de communication, les outils de gestion, éventuellement être accompagné d'un expert comptable. Et il faudra aussi penser, bien sûr, à assurer son entreprise et si vous avez besoin, démarcher les banques, parce que c'est important aussi, même si on sait qu'en ce moment, ils sont relativement frileuses. Mais voilà, c'est aussi peut-être une possibilité. Apparemment, si de toute façon, votre projet est bien finalisé, il n'y a pas de raison. Ensuite, démarrer donc l'entreprise, ça veut dire avoir des actions commerciales de définies, une gestion comptable et financière qui est déjà au préalable planifiée, gérer les ressources humaines si vous avez besoin éventuellement de recruter très rapidement, toutes les démarches administratives et bien sûr les échéances fiscales et sociales fait partie de la projection dans le cadre de votre création d'entreprise. Donc, les services dédiés à la création d'entreprise. Donc, pour susciter l'idée de créer une entreprise, nous vous proposons une prestation qui s'appelle Actif Créa. Donc, elle est ouverte aux demandeurs d'emploi qui souhaitent être accompagnés dans l'exploration de la création d'entreprise comme solution de retour à l'emploi et qui n'ont pas spécialement une idée définie au départ. Elle permet de réfléchir à l'opportunité de créer ou de reprendre une entreprise au regard du marché du travail et de sa situation personnelle. Donc, avec l'outil d'un consultant expert, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé tenant compte de l'avancement de votre projet, donc dans la réalisation d'un diagnostic personnel et professionnel, dans la réalisation aussi pour comment développer votre réseau via des rencontres entre bénéficiaires et professionnels et bien sûr valider tout le parcours du créateur. Donc cette prestation, elle est délivrée par Pôle emploi, elle est gratuite. Si vous souhaitez en bénéficier, deux solutions. Soit vous vous rapprochez de votre conseiller référent à Pôle emploi. Vous pouvez aussi vous auto-prescrire cette prestation directement sur le site de Pôle emploi. Mais pas d'inquiétude, si vous ne trouvez pas de rendez-vous, la démarche, c'est bien de vous référer à votre conseiller référent Pôle emploi qui vous trouvera un rendez-vous. Donc, elle vous permettra donc d'identifier un projet réaliste et réalisable pour s'assurer des conditions de sa faisabilité, d'identifier ses capacités de compétences entrepreneuriales et de les développer, de disposer d'éléments de décision permettant de décider de s'engager ou non dans ce projet et d'élaborer bien sûr un plan d'action permettant la mise en œuvre ou, le cas échéant, le développement. Donc, deux ateliers aussi sur la création d'entreprise. M'imaginer créateur d'entreprise va vous permettre de savoir mettre en œuvre une méthodologie permettant d'explorer sa création d'entreprise ou sa reprise d'entreprise comme piste de retour à l'emploi. De structurer également son projet de création d'entreprise, là c'est plus dans la confirmation du projet et cet atelier a pour objectif, si vous avez le projet qui est déjà bien défini, d'acquérir les étapes de la création d'entreprise ou de reprise d'entreprise, d'être en mesure d'évaluer l'avancement de son projet et de pouvoir déterminer et prioriser les étapes et les actions engagées et identifier les acteurs à mobiliser sur le territoire. Donc, des services toujours accessibles 24h/24, l'Emploi Store. Donc l'Emploi Store, il est bien sûr ouvert, donc comme je viens de l'indiquer, 24h/24. C'est 300 services à votre disposition. Ce sont des services qui vous permettent de vous informer et de préparer votre projet depuis l'émergence à l'idée
de l'élaboration et de la concrétisation de votre projet. Donc il est accessible, il y a le site sur pôle emploi.fr, donc c'est un service gratuit. Il existe aussi l'Emploi Store sur le CV, sur la lettre de motivation, sur l'entretien d'embauche et maintenant sur la création d'entreprise, comme je viens de vous l'indiquer. Donc l'Emploi Store, voilà, ça, lorsque vous allez vous connecter sur pôle emploi.fr, voilà, comme je vous l'ai indiqué, vous avez vu, il y a plusieurs possibilités. Si vous avez besoin de vous former, vous avez également un Emploi Store. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'Emploi Store créer une entreprise. Vous cliquez et vous allez rentrer dans les différentes étapes sur la création d'entreprise. Généralement, ça a beaucoup de succès, hein. Donc, lorsque vous ouvrez la page, vous arrivez sur les partenaires. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'ADI. Par exemple, si vous avez besoin d'avoir des fonds, hein, vous pouvez solliciter l'ADI qui peut vous proposer des microcrédits. Vous avez aussi le site référence BPI France, pardon, hein, qui est vraiment le site référence en matière de création d'entreprise et sur lequel vous pouvez trouver vraiment beaucoup d'informations. Donc ça, c'est vraiment les sites qui sont les plus consultés, hein. Vous avez aussi, pour vous accompagner de façon personnalisée, bien sûr, donc l'atelier sur l'émergence, Active Créa, mais vous avez aussi l'accompagnement qui s'appelle Entrepreneur #leader, qui comprend 3 phases. La première phase, donc, bâtir son projet. La deuxième phase, financer, piloter son projet. Et la troisième phase, on a déjà créé son entreprise et on souhaite continuer à être accompagné dans le développement de son entreprise. Alors, les aides financières à la création d'entreprise. Donc, vous avez 2 possibilités. Bien sûr, cette aide, elle est accessible uniquement aux personnes qui bénéficient de l'ARE, l'allocation retour à l'emploi. Donc, 2 possibilités, le versement sous forme de capitalisation, donc, ou le cumul partiel de vos allocations. Les 2, bien sûr, ne sont pas cumulables. Donc, là, je vais vous parler dans un premier temps de l'ARS. C'est ce qu'on appelle le versement par capitalisation. Donc, la fin des droits, alors très important, le taux a changé, hein. Il faut savoir que, par exemple, on vous versera déjà 60 de votre capital restant à percevoir en 2 fois si vous optez pour cette aide. Par contre, attention, 60 c'est pour les personnes qui ont une fin de contrat au 1er juillet. D'accord? Si vous avez une fin de contrat avant le 1er juillet, dans ce cas, vous ne percevrez que 45 de votre capital restant versé toujours en 2 fois. D'accord? Le premier versement à la date au début de la création et le deuxième versement 6 mois plus tard, sous réserve bien sûr de nous transmettre vos justificatifs et notamment votre immatriculation. Donc ça, c'était la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est le cumul partiel de l'ARE. C'est le même système que si vous aviez une activité en intérim. C'est-à-dire que vous avez cette possibilité de prétendre à un cumul partiel ou total de vos allocations en fonction de la nature de votre entreprise, du régime fiscal applicable et de votre rémunération. Je vais vous résumer très rapidement pour que ça soit plus cohérent. En fait, lorsque vous travaillez en intérim, vous travaillez 15 jours par exemple, donc on va vous faire un complément de votre allocation pour les 15 jours où vous n'avez pas travaillé, une fois qu'on aura votre bulletin de salaire. Et bien là, en fait, c'est la même chose. En fonction des revenus que vous allez déclarer au sein de votre entreprise, puisque vous aurez une déclaration à faire tous les mois, et scanner aussi votre déclaration d'URSSAF dans votre espace personnel, eh bien nous, on verra si on complète ou pas en fonction des revenus que vous aurez générés durant le mois écoulé. D'accord?
Voilà, donc les documents à fournir lorsque vous créez une entreprise, c'est bien sûr votre inscription au répertoire des métiers, donc pour les micro-entreprises, le CABIS pour les sociétés, hein, et bien sûr le formulaire d'immatriculation pour les micro-entrepreneurs. Ensuite, vous devrez aussi nous fournir le document ACRE, ça c'est aussi très important. De toute façon, une fois que vous aurez créé votre entreprise, à partir du moment où vous avez votre immatriculation, vous avez un conseiller dédié à l'indemnisation. N'hésitez pas à le solliciter via votre espace personnel et il est à votre écoute en cas de besoin. Donc pour nous contacter, donc dans toutes les agences Pôle emploi sans rendez-vous du lundi au jeudi de 9h à 13h et le vendredi de 9h à midi, demandez un conseiller avec votre rendez-vous référent indemnisation par mail, comme je vous l'ai indiqué. Vous avez aussi des conseillers qui répondent au 3949 et qui sont là aussi pour vous renseigner. Vous avez aussi donc nos sites pour nos différents services, donc pôle emploi.fr et bien sûr le site de l'Emploi Store, qui encore une fois, sur lequel vous pouvez trouver des informations vraiment très constructives dans le cadre de votre projet. Merci Sandrine. Alors, je vais maintenant vous parler pour l'URSSAF Île-de-France donc des différents statuts juridiques et de votre protection sociale, des formalités. Je vais évoquer donc le statut d'auto-entrepreneur et les travailleurs non salariés, donc avec les aides de l'ACRE et puis nos services en ligne. Alors d'abord, un petit rappel, les grandes missions de l'URSSAF, c'est d'accompagner les employeurs et les entrepreneurs. C'est aussi, bien sûr, d'assurer le financement de la protection sociale et c'est de garantir l'équité entre les acteurs économiques. Alors, les différents statuts juridiques qui sont à votre disposition, et Sandrine l'a dit justement, le choix du statut juridique, c'est quelque chose qui arrive à la fin quand vous êtes prêt à vous lancer et que vous avez tous les éléments en main. Alors, ici, sur ce tableau, on vous présente les 5 principaux. Il y a 2 grilles de lecture. D'abord, il y a, avec un code couleur, les différents statuts si vous êtes seul et si vous êtes plusieurs. Si vous êtes seul, vous aurez 3 choix, soit l'entreprise individuelle, soit le URL, soit la SASU, c'est avec la couleur verte. Et si vous êtes plusieurs, 2 ou plus, eh bien, vous aurez le choix entre la SARL ou la SAS. Aussi, autre grille de lecture, c'est selon ce statut juridique, vous aurez un statut de travailleur non salarié, TNS, ou un statut d'assimilé salarié. Et on va voir après tout à l'heure les différences entre ces 2 statuts. Alors en premier lieu, donc l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, la particularité, c'est que l'entreprise et la personne physique, le dirigeant, ne sont qu'une seule et même personne. À l'intérieur de l'entreprise individuelle, il y a 2 régimes fiscaux possibles, soit le régime réel où on aura une comptabilité réelle, soit le régime de l'auto-entrepreneur, qui est un régime micro, que je vais détailler par la suite. L'auto-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle, mais au régime de la micro, et dans les 2 cas de figure, on va faire partie de la famille des travailleurs non salariés. Toujours dans les non-salariés, on va être en EURL, si on est en EURL, gérant associé unique, ou en SARL, gérant majoritaire, ou appartenant à un collège de gérance si il y a des co-gérants. Eh bien, si le collège est majoritaire, ça sera aussi avec le statut de travailleur non salarié. Alors, travailleur non salarié, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de revenu, ça veut dire que la nature du revenu, et je le préciserai aussi, sera différente, sera en l'occurrence pour les gérants une rémunération de gérance. Dans la deuxième colonne, les assimilés salariés, on va retrouver principalement les présidents de SASU ou de SAS, et puis plus à la marge, les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL. Alors, vous retrouvez tous ces statuts juridiques avec des comparaisons de statuts, avec le coût et aussi les droits qui en découlent sur notre site www.mon-entreprise.ursaf.fr. Alors, quels vont être vos interlocuteurs au niveau de la protection sociale? Vous aurez un seul interlocuteur pour l'ensemble du paiement de vos cotisations sociales, que vous soyez auto-entrepreneur, travailleur non salarié ou assimilé salarié, vous paierez toutes vos cotisations à l'URSSAF. Pour votre couverture maladie, pour vous et vos ayants droit, c'est l'assurance maladie qui gère l'ensemble de vos droits, et le site d'accès, c'est amélie.fr. Et puis pour la retraite,
c'est l'assurance retraite, hein, puisque depuis le rattachement des travailleurs indépendants en 2019 au régime général, eh bien c'est la caisse de retraite, l'assurance retraite des salariés qui gère aussi les droits des travailleurs indépendants. Alors, particularité pour les professions libérales, pas de changement, les cotisations sont versées auprès de l'URSSAF, la couverture maladie est assurée par l'assurance maladie, mais pour la retraite, il y a des caisses particulières. Alors, en l'occurrence, la CIPAV, hein, qui gère un certain nombre d'activités que vous retrouvez d'ailleurs sur leur site, et puis aussi les professions libérales réglementées, comme les avocats par exemple, qui ont leur propre caisse de retraite. Alors au niveau des formalités, il y a eu une grande réforme au 1er janvier 2023 et depuis cette date, toutes les formalités d'entreprise, que ce soit les créations, les modifications ou les radiations, sont à effectuer sur le guichet unique formalité.entreprise.gouv.fr qui est géré donc par l'INPI. Ces formalités donc, vont être transmises automatiquement à tous les organismes concernés, c'est-à-dire l'INSEE, hein, qui va ensuite vous délivrer votre numéro de SIRET, l'URSSAF, le Centre des impôts, la caisse retraite, la caisse maladie. Idem après pour les modifications et les radiations, on repasse toujours par le guichet unique pour faire ces formalités. Alors on va maintenant parler du statut de l'auto-entrepreneur parce qu'il est particulier. Alors, comme je l'ai dit en introduction, l'auto-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle, mais avec le régime fiscal particulier de la micro-entreprise. Alors, la micro-entreprise se détermine par le fait qu'on ne va pas avoir de comptabilité réelle. Pas de comptabilité réelle, avec des avantages et des inconvénients. Bien, l'avantage principal, c'est que ça va être simple. L'inconvénient, c'est qu'on ne pourra pas déduire les frais et les dépenses liées à l'activité. Donc, en gros, pour généraliser, moins on va avoir de dépenses et de frais, plus l'auto-entreprise va être intéressante, plus on va avoir des dépenses, ça voudra dire un local, des achats, des investissements, moins l'auto-entreprise sera rentable. Alors, cette micro-entreprise sera limitée. Son régime fiscal de la micro-entreprise sera limité à un plafond de chiffre d'affaires selon la nature de l'activité. Si on est en activité d'achat-revente de marchandises, le plafond est fixé à 188 700 € et en activité de prestation de services, que ce soit en BIC ou en BNC, on est à 77 700. Alors attention, ça ce sont des chiffres d'affaires annuels pour une année civile. En début d'activité, l'année de création, eh bien, le chiffre d'affaires, selon la nature de l'activité, sera proratisé par rapport au jour de début d'activité. Donc là, on vous a pris un exemple en dessous, bon, c'était en début d'année, mais le principe, c'est celui du prorata. Si on a commencé une activité le 1er mars, le nombre de jours est de 306 jours restants dans l'année, puis on va proratiser 77 700 pour une activité, par exemple, de prestation de service, et donc le chiffre d'affaires à ne pas dépasser de 65 140. Donc attention à cette proratisation. Et puis, il y a un deuxième seuil qui est la franchise de TVA. Quand vous démarrez l'activité en auto-entrepreneur, vous allez être ce qu'on appelle en franchise de TVA, c'est que vous ne facturez pas la TVA et donc vous ne la reversez évidemment pas au centre des impôts et vous ne pouvez pas non plus la récupérer dans le cadre de vos achats où vous allez la payer. Alors, cette franchise de TVA, le seuil est fixé à 101 000 € pour les activités de vente et 39 100 € pour les activités de prestation de services. La particularité, c'est que si vous dépassez ces seuils, en cours d'année, à n'importe quel moment, dès la première facture de dépassement, eh bien, il faudra facturer la TVA et donc vous allez sortir de la franchise de TVA, vous allez devenir collecteur de la TVA pour le centre des impôts et vous allez donc leur reverser. En contrepartie, vous pourrez récupérer la TVA en tant qu'acheteur. Et puis au 1er janvier de l'année suivante, là, vous ne repartez pas en franchise. Hein, si vous l'avez dépassé, vous êtes hors franchise et vous facturez la TVA du coup dès le 1er euro. Alors, autre chose à savoir, c'est que pour un auto-entrepreneur, si vous dépassez 10 000 € 2 années consécutives de chiffre d'affaires, vous êtes dans l'obligation d'avoir un compte bancaire dédié pour votre activité d'auto-entrepreneur, donc séparé de votre compte personnel. Bon, néanmoins, nous, on conseille quand même, dans la mesure du possible, d'avoir un compte dédié dès le démarrage de l'activité, même si vous êtes en dessous de 10 000 €. Parce que tout simplement, ça sera beaucoup plus lisible pour vous de ne pas mélanger vos comptes personnels et les comptes de l'activité d'entreprise. Et puis aussi, vous aurez l'obligation de choisir un médiateur de la consommation. Alors, on vous a mis le lien dans le PowerPoint sur le site du ministère. Alors,
dans les grands principes de l'auto-entreprise, le calcul et le paiement vont s'effectuer sur la base d'un pourcentage affecté au chiffre d'affaires réalisé. Alors, le chiffre d'affaires, c'est la notion la plus simple en comptabilité, ce sont les recettes, c'est ce qui va rentrer dans la caisse de l'entreprise. Si vous encaissez 100 €, votre chiffre d'affaires, c'est tout simplement 100 €, vous ne déduisez rien. Et c'est ça que vous allez devoir déclarer donc à l'URSSAF pour le calcul de vos cotisations, qui seront un forfait social, dont je vais vous indiquer le pourcentage juste après, et qui va d'ailleurs varier selon la nature de l'activité. Mais ce forfait social va comprendre toutes les cotisations obligatoires, c'est-à-dire l'assurance maladie, maternité, indemnité journalière, l'invalidité décès, les allocations familiales, la retraite de base, retraite complémentaire et CSG-CRDS. Alors, il faudra aussi, à ce forfait, rajouter une contribution à la formation professionnelle. Alors, c'est un taux très faible qui varie selon la nature de l'activité, 0,10 % pour les commerçants, 0,20 % pour les professions libérales et 0,30 % pour les artisans. Ce taux, de toute façon, sera automatiquement calculé sur le site ou l'application quand vous ferez vos déclarations en ligne. Alors, il y a un autre principe pour l'auto-entrepreneur, c'est le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qui est une option, ce n'est pas obligatoire. Vous avez le choix d'opter ou pas pour ce versement libératoire. Le principe, c'est que si vous optez, vous allez payer un pourcentage fixe forfaitaire d'impôt directement sur votre chiffre d'affaires. Alors, tout d'abord, il y a une condition, c'est de ne pas excéder un certain revenu qui est le revenu fiscal de référence. Alors, 26 000 € par part de quotient familial. Alors là, c'est vraiment du cas par cas. Ça va dépendre si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Donc, c'est par nombre de parts de quotient familial, 26 000 €, 0,70. Et la deuxième chose, eh bien, il faudra voir si c'est intéressant ou pas pour vous. Là, il faudra faire des simulations sur le site des impôts. Vous faites une simulation avec le versement libératoire, une simulation sans le versement libératoire pour voir quelle est l'option la plus intéressante pour vous. Enfin, il y a le paiement de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, alors qui s'effectue aussi auprès du centre des impôts. Pour les auto-entrepreneurs, elle est redevable à partir de la deuxième année d'activité. Attention, deuxième année civile. Donc, si vous commencez en décembre 2023, la deuxième année, c'est 2024. Donc, vous êtes censé être redevable à partir de 2024. Donc là, c'est un calcul que font les impôts qui est propre à la fiscalité de chaque ville. Et il faut aussi savoir qu'il y a quand même des exonérations qui peuvent être possibles selon certaines natures d'activité. Donc là, je vous invite aussi à voir sur la fiche des impôts, il y a une fiche sur la CFE qui vous liste les exonérations existantes. Alors, l'ACRE pour toujours les auto-entrepreneurs, là on ne parle toujours que des auto-entrepreneurs, c'est une exonération partielle des cotisations sociales, donc qui permet de bénéficier d'un taux minoré de cotisation. Alors, ce n'est pas pendant une période de 12 mois ou d'1 an, pas exactement, c'est 3 trimestres civils qui suivent le trimestre d'affiliation. On raisonne en trimestre. Donc, on vous a pris 2 exemples pour que ça soit plus clair. Si vous créez une activité le 20 février, on est au premier trimestre, donc il compte pour 1, plus 3 trimestres, l'exonération sera appliquée jusqu'au 31 décembre. Si vous créez une activité le 3 avril, on est passé au deuxième trimestre, il a évidemment compté pour 1, plus 3 trimestres, l'exonération ira jusqu'au 31 mars. Donc vous voyez que pour optimiser l'exonération, effectivement, il est plus intéressant de s'inscrire en début de trimestre. Voilà, mais ça, c'est sous réserve évidemment de faire du chiffre d'affaires, puisque cette exonération sera un taux minoré sur la base du chiffre d'affaires déclaré. Alors, pour bénéficier de l'ACRE, d'abord, il faudra faire une demande si on est auto-entrepreneur. C'est un formulaire sur une page, vous aurez sur la page dédiée. D'abord, vous allez vérifier si vous êtes éligible. Je vais vous lister ensuite les critères. Vous allez télécharger le formulaire et vous allez transmettre la demande, tout ça sur la même page. Pour être éligible à l'ACRE, si on est auto-entrepreneur, alors il y a 4 conditions principales, on va dire. Le demandeur d'emploi indemnisé, ça c'est la catégorie principale. Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois, les bénéficiaires du RSA et les jeunes de moins de 26 ans. Après, on a des conditions qui sont un peu plus particulières. Si vous avez au moins une de ces conditions, eh bien vous êtes éligible et vous allez pouvoir faire votre demande d'ACRE. Alors, même si vous faites une demande et que vous êtes éligible,
il peut y avoir des refus dans certains cas, 2 cas en l'occurrence. Le premier cas, c'est si vous avez déjà bénéficié de cette aide au cours des 3 dernières années, les 3 années précédentes. Donc là, vous ne pourrez pas en rebénéficier. Et puis, si vous êtes dans une situation de reprise d'activité qui est identique, s'il n'y a pas une année civile de battement entre les 2 activités, on ne va pas considérer que vous êtes créateur, on va considérer que vous êtes repreneur, et donc là non plus, vous ne pourrez pas en bénéficier. Alors, l'exonération ACRE pour les auto-entrepreneurs, donc comme je l'ai dit, c'est un taux minoré de moitié en réalité. Pour les ventes de marchandises, vous allez avoir un taux de cotisation qui va être de 6,2%. Pour les prestations de services, 10,6%. Pour les professions libérales, 12,10%. Et puis, au-delà de cette période d'exonération ACRE, vous allez avoir le taux classique, normal, donc il sera de 12,3% pour les activités de vente, 21,2% pour les activités de prestation de services, et pour les BNC, ce sera 21,1%. Alors, auquel s'ajoute le versement libératoire sur option. Si vous avez opté pour ce versement libératoire, eh bien, le pourcentage d'impôt va s'appliquer, va s'ajouter au pourcentage des cotisations sociales. Pour une activité, par exemple, de vente, le pourcentage est de 1%, donc plus 12,3, on sera à 13,3 pour les activités, par exemple, de prestation de services BIC, 1,7 plus 21,2, 22,9. Alors, vous retrouvez tous ces tableaux sur la page dédiée sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Au niveau des modalités de déclaration et de paiement, eh bien, elles seront à faire en ligne, mensuellement ou trimestriellement. Ça, c'est un choix que vous allez faire, mais on vous conseille très fortement de choisir le mensuel, particulièrement si vous êtes inscrit à Pôle emploi, parce que Pôle emploi va vous demander des justificatifs mensuels, donc ne choisissez pas le trimestriel dans ce cas-là. Autre information importante, la déclaration de chiffre d'affaires, elle est obligatoire, même si on n'a pas effectué de chiffre d'affaires, eh bien, il faudra déclarer 0. Entre déclarer 0 et ne pas effectuer sa déclaration, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, tous les mois, vous allez devoir effectuer votre déclaration. Les 4 premiers mois, en fait, vous avez une période de 90 jours, donc vous effectuerez vos 3 premières déclarations seulement le 4e mois, mais ensuite, en rythme de croisière, eh bien, vous effectuerez la déclaration le mois suivant. C'est-à-dire que vous allez déclarer un mois d'octobre en novembre, le mois de novembre en décembre, etc. Alors, on a vu l'exonération ACRE pour les auto-entrepreneurs, qui est particulière puisqu'il faut faire une demande et remplir des conditions. Pour les travailleurs indépendants dits classiques, donc tous ceux qui ne sont pas auto-entrepreneurs, eh bien, le bénéfice de l'ACRE est automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a que les auto-entrepreneurs qui ont une demande et des conditions à remplir. Pour les autres, l'ACRE est appliqué de façon automatique pour le régime réel, donc des TNS ou les assimilés salariés. C'est une exonération partielle aussi, avec un taux qui est un petit peu différent, je vais vous le détailler. Mais par contre, elle est soumise à des plafonds de revenus. Donc là, l'exonération, si on est au régime réel, elle dure 12 mois de date à date, c'est jusqu'à la date anniversaire, mais dans la limite d'un revenu maximum à ne pas dépasser. Alors, quand on parle ici du revenu, c'est le revenu qu'on va percevoir dans le cadre de son activité d'indépendant. On ne parle pas d'autres revenus qui seraient les indemnités Pôle emploi ou autres, que les revenus, évidemment, de son activité d'indépendant. Dans la limite de 32 994, eh bien, on aura une exonération totale des cotisations concernées. Je vais vous présenter juste après, il y a des cotisations qui, elles, ne sont jamais exonérées, mais exonération des cotisations concernées. Entre 32 994 et 43 992, on a une exonération partielle. Et puis, au-delà de 43 992, attention, l'exonération ACRE est purement et simplement annulée rétroactivement. Donc, si on dépasse ce revenu, on va perdre le bénéfice de l'ACRE. Même chose, il y a par contre un cas de refus si on en a bénéficié au cours des 3 dernières années et si on est en situation de reprise. Donc ça, c'est les mêmes conditions que pour l'auto-entrepreneur. Alors, si on est au régime réel, en tant que travailleur indépendant, l'exonération concernera toutes les cotisations sauf la CSG-CRDS et la retraite complémentaire. Donc, on aura approximativement un taux de cotisation de un peu moins de 17% au lieu de 46%, on va le voir par ailleurs. Donc, c'est une exonération, ce qu'il faut retenir, approximativement des 2/3 des cotisations. On va payer qu'un tiers pendant cette période d'1 an. Si on est assimilé salarié, alors le ratio est à peu près le même. On va avoir 2/3 de cotisations exonérées, 1/3 non exonérées. On sera à peu près à 26% de cotisations restantes dues.
Alors, dans cet ordre d'idée, on fait ici une comparaison entre les cotisations des TNS, travailleurs non salariés, donc qui concernent les entreprises individuelles au régime réel, les ERL ou les SARL, et les assimilés salariés de l'autre, donc principalement les SAS ou les SASU ou éventuellement les gérants minoritaires de SRL. Ce tableau, en fait, il est là pour vous présenter, on va dire, entre guillemets grossièrement, les taux de cotisation par rapport à un même revenu selon le statut. Mais vous allez retrouver sur le site mon-entreprise.urssaf.fr les simulateurs qui vous donneront à l'euro près le montant des cotisations dues, toujours par rapport à ce revenu. Et ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Si le dirigeant prend 30 000 € de revenus nets en travailleur non salarié, le montant des cotisations sera donc approximativement de 14 000 €, 46% de cotisation. Et donc, le coût total pour l'entreprise sera de 44 000 €. Lui, le dirigeant, a toujours gagné 30 000, mais ça va coûter 44 000 € à l'entreprise pour qu'il gagne ces 30 000 €. S'il est en assimilé salarié, donc en SAS ou en SASU, si le salaire, du coup, ça sera un salaire, est de 30 000 € pour le dirigeant, le coût des cotisations sera approximativement de 80%, donc un coût à 24 000 € de cotisation, et le coût total pour l'entreprise sera de 54 000 €. Donc on voit que pour les SAS et les SASU, la particularité est que quand on n'a pas de salaire, effectivement, on ne paye pas de cotisation, mais dès lors qu'on va avoir du salaire, le montant des cotisations va quand même être beaucoup plus élevé que pour celui des travailleurs non salariés. Alors pour les travailleurs non salariés, en début d'activité, puisque contrairement aux auto-entrepreneurs, vous n'allez pas déclarer votre chiffre d'affaires mensuellement ni même trimestriellement, vous déclarez votre revenu qu'une fois par an. Et en début d'activité, on ne va pas avoir connaissance de vos revenus. Donc, on va vous appliquer d'abord des bases forfaitaires avec automatiquement l'ACRE, puisque je vous ai dit que l'ACRE était automatiquement appliquée. Sur donc, ces bases forfaitaires, la base forfaitaire, elle est de 8 358 € par an. Donc là aussi, c'est sur une année civile, elle sera proratisée par rapport à la date de début d'activité. Mais cette base forfaitaire, elle va évidemment jamais correspondre à votre revenu. Donc là, on vous conseille fortement d'utiliser un outil qui est gratuit et qui est vraiment très conseillé parce que cet outil du revenu estimé vous permet de prendre la main sur le système, sur le calcul. C'est vous qui allez décider sur quelle base vous allez cotiser. Alors, ce revenu estimé s'utilise à la baisse ou à la hausse. À la baisse, si on reçoit un forfait où le revenu de l'année précédente était plus élevé, évidemment, on va pouvoir ajuster par rapport à sa baisse de revenu. Mais il faut comprendre que le revenu estimé n'est pas là pour payer moins ou payer plus, mais payer au plus juste. Donc, si on a des revenus qui sont plus élevés ou on a des revenus qui augmentent, il faut utiliser impérativement le revenu estimé. Ça vous évitera, ça va réajuster les cotisations et ça vous évitera d'avoir des régularisations les années suivantes. Alors, la particularité aussi pour les TNS, c'est qu'il y a une cotisation minimale. Si vous n'avez pas de revenus, vous allez devoir payer une cotisation qui est un peu moins de 1 200 € par an, à peu près 100 € par mois. Alors cette cotisation, elle est là surtout pour vous valider des droits. À titre de comparaison avec un auto-entrepreneur ou un président de SAS, s'ils n'ont pas de revenus, ils payent effectivement 0 de cotisation, mais ils n'ont aucun droit qui est généré par ailleurs, alors que le travailleur non salarié, avec cette base minimale, va valider des droits de retraite, 3 trimestres de retraite et des droits en indemnité journalière en cas d'arrêt maladie. Alors pour les TNS, les paiements et les déclarations se feront même chose avec la règle des 90 jours, mais ça sera mensuellement ou trimestriellement. Plutôt mensuellement maintenant en prélèvement automatique, et vous aurez toujours la possibilité d'effectuer des paiements en ligne. Alors au niveau de nos services, vous avez la possibilité, je vous en ai parlé sur le site mon-entreprise.urssaf.fr. D'abord, vous avez des comparaisons entre les statuts et vous avez aussi tous nos simulateurs, donc selon les statuts, auto-entrepreneur, mais surtout travailleurs non salariés, assimilés salariés, et si vous voulez aussi devenir employeur, vous avez des simulateurs pour vos salariés. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser simulateur pour avoir des idées précises des coûts de cotisation que vous allez être heureux de. L'accompagnement des créateurs, donc qui est personnalisé pour les créateurs d'entreprise, les créations d'accueil commun pour les travailleurs indépendants, l'accompagnement des entreprises en difficulté. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a beaucoup développées ces dernières années. Au niveau des services en ligne, alors pour les auto-entrepreneurs, vous avez donc
une plateforme qui est particulière, qui est l'auto-entrepreneur.ursaf.fr sur le site ou l'application mobile. Ça va vous permettre d'avoir l'historique des déclarations, la situation de votre compte, la date des déclarations et des paiements, et puis les échanges avec l'URSSAF, ça passera principalement par cette plateforme pour obtenir des attestations, attestation au bon d'immatriculation, l'attestation de vigilance qui est très souvent demandée, ou les attestations de chiffre d'affaires, et puis si jamais en cas de difficulté, vous avez besoin de délai de paiement, là aussi, vous passez par cette application, principalement d'ailleurs en utilisant votre boîte aux lettres personnalisée. Donc ça marche aussi sur l'application mobile, vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. Pour les travailleurs indépendants classiques, là on est sur le site généraliste ursaf.fr, vous allez créer un compte et vous avez principalement aussi les mêmes fonctionnalités, l'historique des versements, le suivi des échéances, les téléchargements d'attestations. Vous avez quelque chose en plus par rapport aux auto-entrepreneurs, c'est l'estimation de revenus dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous allez pouvoir à n'importe quel moment estimer vos revenus et pouvoir donc moduler à la baisse ou à la hausse vos cotisations. Et puis vous pourrez bien évidemment, en cas de difficulté, demander des délais ou des rendez-vous. Alors au niveau des rendez-vous, on a plusieurs niveaux de rendez-vous. On a les rendez-vous par téléphone, par visio ou en présentiel. En Ile-de-France, on a 9 centres d'accueil. Donc les prises de rendez-vous se font via votre espace et vous avez donc contact.ursaf.fr pour les prises de rendez-vous. Voilà, alors j'ai essayé de respecter le timing pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors Mourad, a-t-on des questions? Alors, bonjour à tous. Donc, nous n'avons pas beaucoup de questions. On a répondu aux questions au fil de l'eau. On a une question là qui nous est arrivée il y a très peu de temps et à laquelle on n'a pas répondu. Est-ce qu'un gérant TNS cotise à la retraite ou pas du tout? Alors, oui, bien sûr. À partir du moment où vous avez des cotisations obligatoires, la retraite est toujours intégrée. Ça va me permettre d'ailleurs de rappeler les grands risques intégrés, que ce soit pour les auto-entrepreneurs, les TNS ou les assimilés salariés. Vous cotisez pour la retraite, pour la santé et pour la famille. Il n'y a que l'assurance chômage qui n'est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants. Et en particulier, puisque c'était la question, pour les travailleurs non salariés, peut-être que la question est venue du fait que le taux est plus faible. Alors le taux est plus faible, certes, mais vous cotisez aussi pour la retraite. Et d'ailleurs, la retraite de base est alignée au régime général des salariés. Donc là, il n'y a pas de différence, on va dire, contrairement à une idée reçue, depuis 1973 même, hein, puisque ça fait 50 ans en fait que c'est aligné. La règle, c'est que si on a le même revenu déclaré, eh bien, les cotisations de retraite de base seront les mêmes et donc les droits seront les mêmes. Alors attention quand même, particularité, c'est qu'un travailleur non salarié n'a pas un net et un brut, il n'a qu'un net. Alors qu'un salarié, ses droits à retraite sont calculés sur son brut. Donc pour connaître l'équivalence exacte, quand on devient travailleur non salarié, le net correspond en fait au brut d'un salarié par rapport aux droits de retraite. Merci Alban. Ensuite, alors à plusieurs reprises, on a eu des questions concernant le support qui est diffusé. Donc, on vous enverra un lien après l'événement par mail. On vous enverra un lien pour accéder au replay de l'événement. L'occasion pour moi de vous dire que les chiffres qui vous sont présentés sont des chiffres qui sont à jour à un instant T. Les taux sont régulièrement mis à jour, notamment en début d'année. Donc, attention, les taux qu'on vous présente là sont bons pour l'année 2023 et potentiellement peuvent évoluer pour l'année 2024. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a positionné avec Magali de Pôle emploi quelques liens d'accès au fur et à mesure de la présentation. Vous avez le lien d'accès au site mon-entreprise.ursaf.fr dont Alban vous a parlé concernant les simulateurs. Donc vous avez le lien directement dans la conversation dans le chat. Également, je vous ai mis un lien pour les informations, pour avoir plus d'informations sur les estimations de revenus, les modulations de revenus. Magali, côté Pôle emploi, est-ce que vous voulez également évoquer quelques éléments que vous avez mis en lien?
Alors en lien, eh bien, vous avez les liens vers l'Emploi Store et toujours le lien, le référent principal, votre conseiller. Hein. N'hésitez pas à revenir vers votre conseiller. On est disponible, on est là pour ça, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et on vous a également indiqué que pour vous inscrire sur la prestation ActiveCréa, vous pouvez le faire de vous-même depuis votre espace personnel. On a une nouvelle question qui vient de tomber. Tout à fait. Donc alors, Magali, je vous laisse la dire, allez-y. Alors, je vais créer une SASU pour une activité indépendante de consultant en informatique. En parallèle, je veux lancer une activité d'art-thérapie. Sera-t-il possible que je passe les deux activités sur la même SASU ou devrais-je créer une seconde structure? Je réponds. Alors oui, vous pouvez bien sûr faire les deux activités. Une forme juridique, c'est une coquille juridique et vous pouvez avoir une activité principale et une activité secondaire. Alors, parfois, il y a des activités qui sont réglementées où on ne pourra pas choisir n'importe quel statut juridique, mais là, vous pouvez très bien avoir une activité principale, une activité secondaire, voire même une activité tertiaire dans la même forme juridique. Merci Alban. Ania, alors attendez, peut-être je vois une nouvelle question. Alors, on a deux nouvelles questions qui arrivent. Alors, est-ce que c'est encore pour Alban? Un TNS qui ne peut se verser que 300 € par mois ou bien même 0, cotise-t-il à la retraite? Ma compréhension est qu'il cotise sur le minima. Est-ce exact? Oui, c'est ça, effectivement. Alors, 0 ou 300, on est sur les bases minimales. Donc, la base minimale, en fait, pour la retraite, c'est approximativement 4 500 € par an. Donc, si vous êtes en dessous de cette base-là, vous allez de toute façon cotiser à la base minimale parce que cette base minimale, comme je l'ai dit, en fait, elle est conçue pour vous valider un minimum de droits. Et donc, aujourd'hui, elle est fixée à 3 trimestres. Alors, on ne valide pas donc complètement, on n'a pas ces 4 trimestres de retraite, mais on en valide quand même 3 pour un coût qui est relativement faible puisque ça va coûter à peu près 100 € par mois. Alors, principalement en retraite. Donc, on va cotiser effectivement sur cette base minimale. Et dans la question, c'est bien précisé, ça ne concerne que les TNS, travailleurs non salariés, c'est-à-dire les entrepreneurs individuels au régime réel, avec une comptabilité réelle, ou les gérants de RL ou de SARL. Les auto-entrepreneurs ou les assimilés salariés en SAS ou en SASU, s'ils n'ont pas de chiffre d'affaires pour un auto-entrepreneur ou pas de salaire en SAS ou en SASU, ils ne versent pas de cotisation. Mais là, ça ne leur génère aucun droit de retraite de base, aucun droit de retraite complémentaire et aucun droit en indemnité journalière en cas d'arrêt maladie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, le lien entre le montant des cotisations et les droits générés. Une nouvelle question concernant la demande d'ACRE. Alors, bon, on ne va pas répondre précisément parce que là, c'est un cas particulier, mais on nous demande, on a fait imaginons qu'on ait fait une demande d'ACRE à une certaine date et qu'on n'ait toujours pas de réponse à notre demande. Quelle est la règle? Alors, ce n'est pas précisé dans la question, mais je suppose que c'est un auto-entrepreneur parce que si on n'est pas auto-entrepreneur, normalement, l'ACRE s'applique automatiquement, sauf si, je l'avais dit, on avait déjà bénéficié au cours des 3 dernières années. Donc, si c'est un auto-entrepreneur, il faut qu'il ait bien fait sa demande sur la page dédiée sur notre site autoentrepreneur.saf.fr où il imprime la demande, il la remplit, il la rescanne, il la retélécharge en PDF via cette page dédiée. Et en général, effectivement, on est censé répondre dans le mois qui vient. En tout cas, s'il a fait sa demande en temps et en heure et qu'il est éligible, au cas où il n'aurait pas de réponse au bout de 30 jours, eh bien, ça sera une acceptation tacite. Il faudrait qu'il ait un refus, sinon, dans le cas d'un refus, on doit lui notifier le refus soit un mois, je dis bien, sous réserve qu'il ait fait sa demande en temps et en heure. Alors, une nouvelle question. Le site autoentrepreneur.ursaf.fr est-il un site payant ou non? Alors, c'est un site totalement gratuit, tous les services sont gratuits. Vous ne payez que vos cotisations sociales par rapport à votre chiffre d'affaires, donc à votre revenu. Mais le site, l'application mobile et tous les services sont, eux, absolument gratuits. Et c'est très important, effectivement, c'est une question très intéressante parce qu'il y a pas mal de
de sites ou de blogs ou d'accompagnements qui vous sont proposés avec, en fait, c'est avec des accompagnements un peu ambigus qui font potentiellement croire que c'est l'URSSAF. À partir du moment où on vous demande de payer quelque chose d'autre que vos cotisations sociales, il faut faire attention. Nous, comme le disait Alban, tous les accompagnements que nous proposons, tous nos sites sont totalement gratuits. Autre question, est-il possible de bénéficier du dispositif Active Créa si j'ai déjà créé une auto-entreprise avec maintien des ARE et souhaite créer une nouvelle entreprise? Alors là, on est sur un cas particulier, je ne donnerai pas de réponse. C'est à voir avec votre conseiller, ça dépend du projet de la nouvelle entreprise. Donc vraiment, prenez contact avec votre conseiller référent. Et puis une autre question, puisqu'on parle de conseiller référent, comment peut-on savoir qui est notre conseiller indemnisation auprès de Pôle emploi? Eh bien, que ce soit pour votre conseiller indemnisation ou votre conseiller placement, accompagnement à la recherche d'emploi ou d'entreprise, vous avez tous les éléments sur votre espace personnel sur pôle emploi.fr. Donc, vous avez mes contacts en agence et vous aurez les noms de vos 2 conseillers. Des nouvelles questions qui viennent d'arriver. Il y a des questions qui arrivent toujours. Alors, donc, une question. Alors, je ne suis pas certain que ce soit à notre niveau qu'on pourra vous répondre. La question est la suivante. Comment peut-on avoir une mutuelle en étant auto-entrepreneur? Alors là, il n'y a pas de particularité en auto-entrepreneur, hein. Ça, c'est une assurance, on va dire, privée. Donc, vous pouvez y souscrire à titre privé en faisant des devis et en signant un contrat. Vous soyez auto-entrepreneur, vous soyez salarié, que vous soyez assimilé salarié, peu importe le statut. Une autre question concernant la micro-entreprise. En fait, y a-t-il des avantages ou des particularités pour une personne qui veut créer son auto-entreprise à plus de 60 ans? Alors, plus de 60 ans, pas en particulier, mais en revanche, je vais peut-être élargir un tout petit peu la question pour des personnes qui seraient potentiellement, alors, ce ne sera pas 60 ans, sauf si c'est quelqu'un qui serait déjà retraité avec des conditions très particulières, mais pour quelqu'un qui serait en âge de prendre la retraite, éventuellement anticipée ou après, ou à l'âge légal, on va rentrer dans le cadre du cumul emploi-retraite. Donc là, l'auto-entreprise peut être intéressante parce qu'on va avoir déjà, par exemple, sa retraite et on va avoir un revenu supplémentaire dans le cadre de l'auto-entreprise. Ça ne modifiera pas le montant de la retraite, parce que la retraite sera déjà liquidée, donc ça ne générera pas de droits supplémentaires. On continuera quand même à payer le pourcentage de cotisation obligatoire, donc ça ne limitera pas non plus le taux de cotisation, mais l'avantage du cumul emploi-retraite, c'est qu'on va pouvoir cumuler la retraite et un revenu d'activité. Merci Alban. Ensuite, une question côté prestations. Un TNS, travailleur non salarié, est-il pris en charge par la sécurité sociale au même niveau qu'un salarié? Alors là, je suppose que la question évoque plutôt la couverture maladie, parce qu'en réalité, la sécurité sociale, c'est aussi la retraite ou la famille. Et là, je suppose que c'est plutôt sur la partie maladie. Alors la réponse est oui, hein, très clairement, puisque depuis 2001, en France, la couverture maladie est universelle. Ce qui fait que pour la couverture de base, hein, Sécu, qui est gérée par l'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie, les droits sont absolument identiques pour tous, les droits de remboursement, quel que soit son statut et quel que soit son revenu. Si vous allez voir un médecin, vous achetez des médicaments, vous allez à l'hôpital, on ne vous demande pas ni votre statut professionnel, ni vos revenus. Les remboursements sont absolument identiques. Par contre, subtilité, là on parle des remboursements pour les arrêts maladie et donc les indemnités journalières. Là, ce n'est pas un remboursement, c'est une prestation que vous allez toucher par rapport aux revenus déclarés et aux cotisations versées. Et là, identique, hein, 2 salariés, eux, vont avoir la même couverture maladie, mais ne vont pas avoir les mêmes indemnités journalières si le salaire n'est pas le même. Pour les indépendants, c'est la même chose. Les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie seront calculées sur la moyenne des revenus déclarés, bon, en l'occurrence, la moyenne des 3 dernières années de revenus déclarés. Donc, il faut bien faire la différence entre la couverture maladie et les indemnités journalières. Une question complémentaire par rapport à la question à une question précédente concernant la retraite.
par rapport au seuil, si je cotise, si j'ai 0 € de revenus ou 300 € de revenus, est-ce que je cotise à la retraite? Dans le prolongement de cette question, on nous demande pour valider 4 trimestres à la retraite, combien de revenus doit-on se verser annuellement? Alors, le revenu, ça c'est comme tu l'as dit, Mourad, hein, c'est les valeurs actuelles. Donc en 2023, il fallait 6 762 € de revenus pour valider 4 trimestres. Moi, j'ai tendance à dire 7 000 € pour arrondir, pour que les gens retiennent un chiffre rond pour valider 4 trimestres, mais c'est à suivre tous les ans parce que c'est réactualisé tous les ans. Et ça, c'est le seuil minimum pour valider 4 trimestres. Attention, quand on parle de ce revenu, c'est censé être un revenu net pour un TNS, ça va être une rémunération de gérance pour un gérant de SRL ou de URL. Ça va être du coup un salaire pour un salarié ou un assimilé salarié, mais pour les auto-entrepreneurs, ça ne sera pas le chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, en fait, n'est pas le revenu qui va être la base de calcul pour les droits. Il faudra prendre le chiffre d'affaires moins l'abattement fiscal qui diffère selon la nature de l'activité. Donc, on va être à 71% d'abattement pour les activités de vente, 50% pour les activités de prestation BIC, BNC et BIC, pardon, et 34% pour les activités BNC. Je vais prendre un exemple simple. Une activité d'auto-entrepreneur en BIC, il y a un abattement à 50%. Donc, il faudra faire un chiffre d'affaires de pratiquement 14 000 €, un petit peu moins, pour atteindre ce montant de validation de trimestre. Donc, il faut faire attention aussi à son statut et à la nature des revenus. Mais vous retrouvez de toute façon ces éléments-là sur le site de l'assurance retraite. Une nouvelle question qui arrive. Mon chiffre d'affaires est inférieur à 32 994 €. 32 994 €. Je ne bénéficie pas d'une exonération totale, pardon. Je ne sais pas si c'est une question ou juste une affirmation. Alors, ça va dépendre. Donc là, on n'est pas sur un auto-entrepreneur. J'ai du mal à saisir la question, en fait, parce que si on parle de chiffre d'affaires, on est sur des auto-entrepreneurs. Donc, l'exonération ACRE ne va pas dépendre de ce seuil-là, en fait. Elle va dépendre des conditions d'éligibilité et ensuite, tout simplement, des plafonds d'auto-entrepreneurs. Par contre, au régime réel, il y a un plafond de seuil à ne pas dépasser de revenus pour bénéficier de l'ACRE, mais on n'est pas sur du chiffre d'affaires, on va être sur du revenu net. Donc, si on ne dépasse pas ce seuil au régime réel de revenus, on va pouvoir au contraire bénéficier de l'exonération totale. Alors, quand on avait dit totale, en fait, c'est total des cotisations concernées. Pour un TNS, par exemple, la CSG n'est jamais exonérée et la retraite complémentaire non plus. On a une question qui concerne la formation. Donc, comment peut-on financer des formations si elles n'existent pas dans le catalogue de Pôle emploi? Nous cotisons pour cela ou non? Y a-t-il des organismes que l'on peut contacter? Eh bien, ma réponse, ça va être ça dépend. Ça dépend si vous avez déjà créé votre entreprise ou pas. En fonction que l'entreprise est créée ou non, on ne va pas être sur les mêmes financements. Donc, dans les financeurs, on va effectivement trouver Pôle emploi, on va trouver des financements régionaux de formation. On va pouvoir, une fois que l'activité est créée, se rapprocher de l'AGFIS pour les financements de formation. Donc voilà, il faudrait un peu plus d'éléments sur la situation. Vous répondre comme ça, c'est un peu compliqué. Mais ça, c'est pareil, votre conseiller sera à même de vous répondre si vous lui faites un petit message. Lui connaît votre situation et pourra donc vous apporter des éléments complémentaires de réponse spécifiques à votre dossier. Merci. On a également une nouvelle question pour Pôle emploi concernant le cursus création d'entreprise, l'accompagnement création d'entreprise. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Peut-on le faire à tout moment ou y a-t-il des sessions pour le faire? Alors, sur la création d'entreprise, on vous a présenté plusieurs choses. Donc, les événements, ils sont animés régulièrement au sein des agences Pôle emploi. Active Créa, on va être sur des entrées-sorties permanentes sur le dispositif. Donc, on peut démarrer à tout moment. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou si c'était autre chose. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a d'autres points de détail. Vous pouvez mettre le pouce si vous pouvez liker la question si
la réponse correspond à votre situation. Une nouvelle question, alors en fait, c'est une question qui a déjà été posée tout à l'heure, à laquelle on a répondu, et on a insisté sur le fait qu'on ne donnait pas de réponse à des situations personnelles. Concernant l'ACRE, Alban a précisé tout à l'heure que effectivement, si, sous réserve qu'une demande d'ACRE a bien été faite, que vous êtes dans les... vous respectez en fait j'allais dire les consignes, quoi, vous n'avez pas créé... Voilà, les conditions, pardon, je vais chercher le mot, merci Alban, les conditions, le délai, c'est 1 mois. Si vous n'avez pas eu de réponse 1 mois après votre demande, ça vaut acceptation. D'accord? Donc là, vous nous mettez une date, donc calculez donc 1 mois après. Si vous n'avez pas de réponse, ça vaut acceptation à condition d'avoir bien fait la demande et de répondre aux conditions d'éligibilité de l'ACRE. On ne peut pas vous donner plus de précision, on n'a pas accès à votre dossier. Là, c'est des questions d'ordre général auxquelles on répond. Alors, une question, on revient sur la formation. Donc là, on est sur un cas particulier. Pôle emploi refuse systématiquement une aide financière pour les formations. Est-ce normal? Je ne sais pas. Je vais vous dire que pour qu'un dossier formation soit validé, que le financement soit accordé, il faut que le dossier soit étayé. On ne valide pas les financements comme ça. Donc, surtout quand on est dans un cadre de création d'entreprise, on va vous demander de monter un dossier en indiquant quel est le projet de création d'entreprise, quelles sont les démarches qui ont déjà été effectuées pour préparer cette création d'entreprise. Avez-vous déjà fait votre étude de marché? Avez-vous démarré votre business plan? Enfin, tous ces éléments-là, on va en avoir besoin dans le dossier. La formation, est-ce qu'elle est nécessaire pour démarrer l'activité d'entreprise? Donc, on va vous demander de justifier beaucoup de choses autour pour pouvoir prendre une décision sur le financement de formation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller, voir si ce sont ces éléments-là qui manquaient pour pouvoir financer. Après, on ne finance pas dans tous les domaines d'activité non plus. Donc, ça peut être ça qui pose souci. Et la dernière question avant de clôturer le webinaire. En tant que TNS, si on ne se verse pas de salaire la première année et que l'on bénéficie de l'ARE, pardon, peut-on se verser des dividendes? On peut peut-être se répondre conjointement. Je vais démarrer, puis ensuite Magali, si tu veux conclure. D'abord, préciser que TNS, ça veut dire travailleur non salarié. Donc, c'est un statut, par définition, on n'a pas de salaire, mais on a une rémunération de gérant. C'est un gérant de URL ou de SARL, il va être en TNS. Donc, il ne va pas avoir un salaire, il va avoir une rémunération. Il peut se verser ou ne pas se verser de rémunération en travailleur non salarié. Il peut aussi sortir des dividendes si l'entreprise a fait des bénéfices, mais en TNS, l'intérêt de prendre des dividendes n'est pas très intéressant parce que les dividendes vont être rajoutés à l'assiette sociale. Donc, si ce n'est pas pris de rémunération et qu'il a touché 10 000 € de dividendes, on va considérer que son revenu, c'est 10 000 € et on va lui appliquer des cotisations dessus. En revanche, les assimilés salariés en SAS ou en SASU, là, du coup, leur revenu, c'est un salaire puisqu'ils sont assimilés salariés. Ils peuvent ne pas en prendre et prendre des dividendes. Ils ne paieront pas de cotisation sur les dividendes, ils ne valideront pas de droits, hein, ça je l'avais dit tout à l'heure. Mais attention aussi à l'opération financière, les dividendes, avant de les toucher, il faut déjà faire un bénéfice. On va surexposer l'entreprise à l'impôt sur les sociétés et on va aussi devoir payer des cotisations sociales qui ne sont pas productives de droits avant de pouvoir toucher ces dividendes. Donc, l'opération, parfois, n'est pas forcément très intéressante pour le dirigeant. Donc, méfiance quand même. Alors, moi, je vais compléter. Effectivement, les versements de dividendes sont également à déclarer à Pôle emploi. Donc, si en une seule fois, vous versez une grosse somme, le risque, c'est qu'il y ait un trop-perçu de déclencher et qu'on vous demande de rembourser certaines sommes. Merci beaucoup. On va clôturer. Alors, il y a encore quelques questions, mais on a dépassé l'heure, donc on va vous remercier. On va clôturer. Je vais laisser la parole à Sandrine et Alban. Oui.
Oui, juste vraiment pour finir, Madame Chambarde, on a bien compris votre question que concernant le refus de financement de formation. Je vous invite vraiment à prendre contact avec votre conseiller référent, hein, pour refaire un point sur le financement des formations et la manière pourquoi on vous a refusé ces financements. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Magali, je te laisse clôturer. J'allais dire, je reprends la main. Eh bien, écoutez, moi, je vais tous vous remercier d'avoir participé. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos interrogations. Un lien va être mis dans le chat pour vous permettre de répondre à une enquête de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet aussi de faire évoluer les choses et de pouvoir être encore plus en accord avec vos attentes. Vous recevrez également le lien du replay, ça on vous l'a mis tout à l'heure, hein, pour pouvoir avoir accès à toutes les informations. Vous pouvez également vous connecter sur la chaîne YouTube Les Tutos de l'URSSAF Île-de-France pour vous accompagner dans vos démarches. Et puis voilà, donc merci à tous, une belle journée à tous et bonne réussite dans vos projets. Merci de votre participation. Bonne journée à vous.